Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu et vous êtes bien sur le répondeur des Human Coders. Je suis content d'être avec vous dans cette nouvelle édition de ce podcast où l'on va parler techno, de pratiques de développement ou de sujets plus généraux mais toujours en lien avec l'informatique. Le concept de ce podcast est assez simple. Dans chaque épisode, je vous pose une question et vous pouvez me répondre par vocal. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui nous touche tous en tant que développeurs et développeuses, celui du marché de l'emploi. Je me pose la question si c'est toujours aussi facile de trouver du travail ou une mission en tant que dev aujourd'hui. Après plus de 10 ans où on était chassé sur LinkedIn et on bénéficiait de super conditions de travail, la situation semble avoir changé aujourd'hui. Avec des vagues de licenciements massifs dans le secteur de la tech en 2022 et l'arrivée de l'intelligence artificielle qui redéfinit notre métier, beaucoup se demandent si l'âge d'or des développeurs est terminé. Et toi, comment tu ressens ça dans ton quotidien ? Est-ce que tu as dû repenser ta façon de travailler ou de te former ? Est-ce que tu as mis en place des stratégies pour rester actif dans cet environnement en pleine mutation ? Tes proches dans le même domaine, est-ce qu'ils ressentent la même chose ? Est-ce que tu as une anecdote ou une expérience sympa à nous raconter sur ce sujet ? Vous êtes bien sûr le répondeur des Human Coders, laisse-nous un message après le bip. Salut Matt, c'est Pierre Ségalen. J'ai créé la société 12 en 2020 et on fait des systèmes d'information pour nos clients avec des applications mobiles et ou des applications web. Alors moi je bosse dans le dev depuis 2004 et je peux dire que le marché a beaucoup évolué pendant ces 20 dernières années. Je me souviens d'une période dans les années 2010 pendant laquelle on était littéralement harcelé par les recruteurs. Je recevais parfois plus d'une dizaine d'appels par semaine et j'avais des propositions de job quasiment chaque année. Je pense que cette période de frénésie est un peu terminée, mais je pense pas que le marché soit mort pour autant. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont lourdement transformé le monde du travail pour les devs ces dernières années. Déjà le premier, ça a été le Covid, tout simplement. Je pense que le Covid, avec les confinements et tout ça, a beaucoup échaudé, autant les boîtes que les devs au final. Et j'ai l'impression que, en tout cas parmi les seniors, les devs expérimentés, la plupart, ou en tout une grande partie, a choisi de sortir du salariat à ce moment-là. Et globalement, on est de plus en plus indépendant. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Un second facteur aussi, ça a été, je pense, les formations de reconversion vers le dev, qui ont un peu fleuri ces dernières années et qui ont fait exploser le nombre de candidats débutants sur le marché du travail. Je suis régulièrement contacté par ce type de profil qui souvent me semble un petit peu en difficulté pour trouver la première entreprise qui leur fera confiance et qui leur confiera un job. Pour ma part, en tant que senior, je pense que sauf cas de force majeure, je ne reviendrai pas sur un CDI. Je dis pas que tous les seniors doivent sauter ce pas-là, parce que ça peut être vraiment très flippant, notamment quand on a une famille. Et en plus, je pense que c'est un modèle qui n'est pas forcément fait pour tout le monde. Donc chacun voit midi à sa porte. Pour les juniors, en fait, chaque fois qu'un junior me pose la question et me demande conseil, j'ai pour habitude de le rediriger vers les grosses ESN. Mon parcours a démarré dans l'une d'entre elles et c'est une des périodes pendant lesquelles j'en ai le plus appris sur le métier. Donc la plupart des juniors, je leur dis, voilà, va dans une grosse ESN, fais-toi les dents sur des gros projets pour des gros clients et c'est l'une des façons les plus efficaces et confortables de démarrer, je pense, ce type de carrière. Donc au final, pour répondre à la question, je dirais que la facilité de trouver du boulot en tant que dev dépend grandement de ton profil. J'ai l'impression que la période est globalement compliquée pour les juniors, mais qu'elle est par contre assez propice pour les seniors. Dans tous les cas, avec l'explosion de l'IA, notamment dans le milieu du développement informatique, je pense que la mutation du marché est loin d'être terminée. Hello Matt, moi c'est Bic, je suis une ancienne web marketing manager reconvertie dans le développement web. Je viens de terminer mes études en octobre 2024 et j'ai commencé chez Accenture en tant qu'ingénieur d'études Java. Je vais donc répondre à ta question sous l'angle d'une junior en reconversion. Est-ce facile de trouver du travail en tant que développeur aujourd'hui ? La réponse, c'est absolument pas. Alors pourquoi une réponse aussi pessimiste ? Sur LinkedIn, je vois beaucoup de profils juniors qui racontent leurs galères pour trouver le fameux premier CDI.
Ça me fait mal au cœur de voir des profils motivés qui ont tout lâché pour se reconvertir, parfois qui se sont endettés et qui doivent aujourd'hui trouver en urgence un boulot alimentaire, faute d'avoir rencontré une entreprise qui leur donne une chance de commencer dans la tech. Quand je regarde dans ma promotion, on est 5 ou 6 sur une vingtaine à avoir trouvé un travail juste après la fin de la formation Bac+5. Et pourtant, la majorité a un parcours de formation initiale avec 2 à 3 ans d'alternance. J'ai l'impression qu'une alternance, un Bac+5 en informatique, ne garantit plus du tout d'avoir un travail à la sortie de l'école. Je connais même des profils juniors d'école ingénieurs réputés qui ont mis oui, plus de 6 mois à trouver leur premier emploi. Et dans mon entourage proche, j'ai des amis Bac+2, +3, +5 qui cherchent toujours, le premier CDI et certains sont même prêts à continuer les études en attendant que la crise passe. Mais en fait, le stage ou l'alternance sont aussi difficiles à trouver qu'un premier CDI. Heu, je pense que malheureusement que l'âge d'or du développeur est révolu. Pendant des années, on nous a vendu qu'avec un bootcamp de quelques mois, les entreprises seraient prêtes à nous dérouler le tapis rouge. C'est plutôt, d'actualité. Les profils, autodidactes, ont plus de difficultés à se vendre en entreprise. Et parce qu'on est en période de crise économique, le contexte géopolitique est incertain, donc les entreprises, ont moins de budget et sont plus, frileuses pour, embaucher, des juniors. Et donc ouais, il est vraiment difficile en ce moment de trouver du travail en tant que développeur junior en reconversion. Et pour mon cas, je pense être, très chanceuse, car j'ai pu trouver, plutôt facilement mes stages, mon alternance ou mon premier CDI. Et mon secret, c'est le réseau et le pragmatisme. En fait, j'ai mis 10 ans à préparer ma reconversion. Mmh, j'avais commencé par des cours du soir au CNAM et c'est là où je me suis rendu compte qu'un jour, je serais développeuse. Mais j'étais trop frileuse pour quitter mon CDI et me lancer dans la reconversion. Donc, en parallèle, de mon emploi, j'avais fait des missions de freelance pour créer des sites internet, ce qui m'a permis d'avoir un portfolio et des recommandations clients. Et j'avais aussi beaucoup échangé avec des personnes qui ont réussi leur reconversion en informatique. C'est pourquoi quand j'ai entamé ma reconversion, j'avais déjà ciblé les formations, les écoles réputées sur le marché nantais, qui étaient accessibles aux personnes en reconversion. En effet, je trouve que choisir l'école est très importante car, on peut bénéficier du réseau, de l'école et ça permet de faciliter, la recherche, d'emploi. Et avant de quitter, mon CDI, j'avais aussi établi une liste d'entreprises avec, des contacts. Au début de ma reconversion, j'ai ciblé très tôt ma stack technique Java, JavaScript, PHP. À chaque contact avec les entreprises, j'affinais mes choix. En fait, c'est comme la méthodologie agile, chaque feedback des entreprises permettait de mieux connaître le marché et d'ajuster mon orientation. Par exemple, même si l'IA et Python ont beaucoup de succès, je me suis rendu compte que les offres d'emploi ne suivaient pas. Et puis, ça voulait dire concrètement entrer en concurrence sur le marché du travail avec des profils de formation initiale d'école d'ingénieurs qui veulent faire du machine learning, du deep learning. Donc, j'avais déjà exclu l'IA et Python. Et lors de mon premier stage pour le BTS, j'ai dû renoncer à mon premier amour, PHP, car je me suis rendu compte que cette stack était très peu présente en ESN. Et oui, je veux absolument rejoindre une ESN, car je savais que c'était le genre de structure qui avait les moyens d'embaucher des juniors en reconversion pour les accompagner et les faire monter en compétences. En fait, c'est mon background d'école de commerce qui m'a probablement aidé à affiner mes choix de reconversion. J'étais principalement guidée par les études de marché et les veilles concurrentielles dans la tech. C'est pour ça que je me suis spécialisée en Java Spring Boot Angular, car c'était la stack dominante du marché nantais. Voilà, quitte à devoir refuser des opportunités d'alternance ou de CDI, heu, parce que pour moi, choisir, c'est renoncer et ça m'a permis d'avoir un parcours, cohérent et rassurant pour les entreprises, c'est-à-dire, voilà, principalement du Java en ESN. Tout au long de ma reconversion, j'ai continué à participer à des meet-up et
À l'un de ces meet-up, j'ai rencontré un tech lead qui faisait partie de mon jury pour ma soutenance pour le titre de concepteur développeur d'application. Et il s'avère que cette personne travaille dans l'ESN qui m'avait accueilli lors de mon premier stage. Donc, j'ai eu l'opportunité d'avoir une proposition d'embauche sur profil 8 mois avant la fin de mes études. Euh, Comme déjà mentionné, j'ai eu de la chance. Mais cette chance, je l'ai aussi, provoquée en mettant, de côté les lignes de code pour aller, rencontrer, des techos dans la vraie vie, discuter avec eux, faire de la veille, voilà, travailler mon réseau et malheureusement, beaucoup de développeurs pensent qu'un portfolio bien rempli et une candidature spontanée suffisent pour décrocher un travail et de nos jours, c'est plus compliqué. Les entreprises ne recrutent plus que, des compétences techniques ou des soft skills. Elles recrutent aussi, une personnalité qui va pouvoir, s'intégrer dans l'équipe. Donc, mon conseil pour les juniors qui recherchent toujours un emploi, c'est de sortir, rencontrer d'autres développeurs, faire de la veille et d'être aussi, pragmatique. Donc, bon courage. Et salut Matt, c'est Fabien. Écoute, c'est une question qui est vachement intéressante. J'ai commencé avec un BTS de 2 ans, suivi d'une licence 3 à l'IUT que j'ai réalisé en alternance. Ce programme d'alternance, c'est vraiment intéressant parce que c'est un premier pied dans le monde de l'entreprise. On apprend la terminologie dans le secteur, on apprend comment une entreprise travaille, et ça, c'est vachement important pour la suite quand on va faire d'autres entretiens d'embauche. Ensuite, on parle souvent de réseau, et quand on commence dans une carrière, on n'a pas beaucoup de réseau. Et en fait, on vient de l'IUT, donc on a des camarades de classe. Ces camarades, c'est déjà notre réseau. Moi, j'ai voulu changer de travail 1 an après cette alternance. Et j'étais toujours en contact avec les gens de l'IUT avec qui j'avais fait mon alternance. J'ai découvert qu'un de mes anciens camarades avait une opportunité de poste dans son entreprise. Je suis naturellement allé discuter avec lui, puis j'ai rencontré l'entreprise. Et en fait, ça s'est fait comme ça. C'est beaucoup plus facile, une fois qu'on connaît une personne, de pouvoir discuter avec les bonnes personnes au sein de l'entreprise. Aussi, la personne peut parler du projet et savoir si ça nous intéresse ou non. Aussi, l'entreprise doit savoir si notre profil les intéresse. Après, je veux souligner le fait que de quitter une entreprise, il faut toujours le faire en bons termes. Parce que, donc ce soit fait de manière élégante, quel que soit le contexte. Même s'il y a des désaccords ou des défis, c'est essentiel de respecter l'obligation contractuelle. Toutes les personnes avec qui on a travaillé vont faire partie de notre réseau. Moi, typiquement, j'ai été manger avec une ancienne équipe avec laquelle je travaillais plus depuis 6 mois. Et finalement, mon ancien manager de cette équipe m'a proposé une opportunité d'emploi pour une autre équipe de son entreprise, pas directement pour lui, parce qu'il avait apprécié la collaboration qu'on avait eue ensemble et il savait comment je travaillais, donc il se sentait capable de pousser mon profil pour une autre équipe. J'ai aussi eu affaire à des candidatures en ligne très récemment. Mon premier réflexe a été d'aller sur les plateformes de job, les job boards, également LinkedIn. Et donc là, je me suis vu remplir, je sais pas, 150 offres d'emploi en répondant à des questions, en envoyant des lettres de motivation. Mais c'était vraiment un sentiment horrible d'envoyer une lettre à la mer. En fait, à partir du moment où il n'y a pas d'être humain dans le processus, c'était pour moi très inefficace. Et ça m'amène à une dernière piste de réseautage. En fait, il y a des événements sur Meetup qui peuvent être les Human Talks ou ce que vous voulez d'autre. Mais ces événements, typiquement les Human Talks, ils sont très intéressants parce que déjà, on se développe professionnellement avec un peu plus de connaissances sur certains sujets. Donc, parfois, ça nous emmène à avoir plus de conversations ou plus de culture générale dans notre secteur. Mais aussi, il y a toujours une entreprise qui héberge les Human Talks. Et cette entreprise, souvent, elle le fait parce qu'elle recherche des profils. Donc là, c'est très facile d'aller discuter avec les personnes de cette entreprise pour pouvoir voir s'ils ont des opportunités d'emploi et si leurs valeurs, si les choses que vous aimez peuvent correspondre à ce que vous cherchez. Il y a aussi d'autres gens, ça peut être des freelances, ça peut être d'autres personnes, d'autres entreprises. Si vous partagez le fait que vous êtes à la recherche d'emploi, ça peut vous donner des opportunités parce que ces personnes peuvent toujours vous dire ah ok, nous on cherche des gens dans ce secteur-là pour tel projet, pour tel client. Vous pouvez voir si ça fonctionne pas pour vous. Allez Matt, si tu es à la recherche d'emploi, et ben bon courage à toi et passe une bonne journée. Bonjour Mathieu, c'est Guillaume Andoir. Je suis entrepreneur, consultant et formateur chez Human Coders. Sur la question de la demande professionnelle dans le monde du développement, il faut garder en tête que c'est un sujet très vivant qui évolue assez rapidement. Pour donner un peu de contexte, lorsque j'ai commencé ma carrière, c'était l'époque des premiers smartphones.
et il m'a été relativement facile d'intégrer des équipes qui travaillaient sur des projets innovants, sur des applications mobiles. J'ai depuis travaillé dans différentes petites entreprises innovantes et aujourd'hui je suis davantage dans le rôle du recruteur que dans celui du candidat. J'ai pu observer des évolutions parfois soudaines du marché. Pour donner un exemple, après la période du Covid, une vague de reconversion a conduit de nombreuses personnes à se tourner vers les métiers d'informatique. Cela a entraîné une arrivée massive de profils juniors pour qui la recherche d'emploi n'a pas forcément été facile. Chaque période apporte son lot d'innovations qui dynamise le marché. On peut citer des exemples récents comme le cloud computing ou les nombreuses applications de l'intelligence artificielle. Ces évolutions garantissent généralement une forte demande pour les profils de développeurs. Cela ne veut pas forcément dire qu'il faille absolument travailler sur l'IA pour être recruté, mais seulement que cela favorise la création de nouvelles entreprises ou de nouveaux projets autour de ces sujets. En général, la demande est donc assez forte pour les développeurs. Par contre, la facilité à trouver du travail ne dépend pas uniquement du marché, mais aussi de votre profil et de votre positionnement. Si, par exemple, vous avez travaillé pendant longtemps sur des technologies datées, dans une grande entreprise peu portée sur l'innovation, il est essentiel pour vous de vous former aux technologies modernes pour rester compétitif. Et on en vient à un point important qui est votre état d'esprit. Ça joue un rôle vraiment capital dans la réussite professionnelle du développeur. Pour reprendre l'exemple d'après-Covid, j'ai rencontré de nombreux candidats qui, bien qu'ayant suivi une formation incluant de petits projets de dev, n'avaient pas compris le métier pour lequel ils postulaient. Ils avaient appris à utiliser un langage et des outils, mais sans forcément comprendre le concept fondamental ou les implications du développement logiciel. Ce qui fait la différence, selon moi, c'est l'activation d'un esprit d'analyse et de curiosité. Comprendre les concepts, réfléchir à l'impact des choix et s'intéresser aux bonnes pratiques, ce sont vraiment des qualités extrêmement importantes. Et si vous avez cet état d'esprit et que vous ne restez pas sur vos acquis, oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a de la place pour vous dans le monde du développement informatique. Par exemple, la veille technologique, c'est vraiment un sujet, un outil super précieux pour rester pertinent sur le marché. Du coup, je vous encourage à aller écouter l'épisode dédié à ce sujet dans les podcasts Human Coders. Et pour finir, bien sûr, si vous êtes en recherche d'emploi, je vous souhaite vraiment bonne chance et beaucoup de courage dans vos démarches. Merci de m'avoir écouté. Salut Mathieu, à bientôt. Allô Mathieu, est-il toujours facile de trouver du travail en tant que dev aujourd'hui? Long story short, non. Si on veut approfondir, déjà, je me présente, je suis Nicolas Zozol, je suis dev full stack depuis 20 ans à Toulouse. Et comme j'ai pas mal d'expérience, des certifications Java, je fais aussi partie du réseau TopTal, il y a quelques années encore, je me faisais vraiment harceler sur LinkedIn tout le temps. Et là, je sors de 3 ans de CDI et je pensais du coup que je trouverais du boulot easy. Donc ça fait que 2 mois que je cherche, il y a eu Noël au milieu, mais enfin, clairement, ça a l'air quand même beaucoup plus compliqué que prévu. Donc le cliché, évidemment, c'est d'accuser l'IA. Mais voilà, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'en fait, le principal responsable, ce serait plutôt les taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y avait, il n'y a pas encore longtemps, des rendements de 6% sur le dollar. Et du coup, une boîte de logiciels, plutôt que d'investir dans le code, elle doit rendre 6% à ses investisseurs. Et donc, il vaut mieux pomper les utilisateurs maintenant plutôt que d'investir dans des développeurs. Ça peut être aussi à cause d'investissements qui sont faits dans les data centers avec plein de puces Nvidia à acheter, et ça coûte très cher. Et ça peut aussi être lié à des bootcamps. Depuis le Covid, le métier du monde d'après, c'est un peu d'être développeur. Et forcément, tout ça augmente la compétition. Donc tout ça paraît logique, sans que ça soit l'IA qui soit responsable de remplacer les humains pour développer. Cependant, l'un n'empêche pas l'autre, et honnêtement, je sais pas du tout quelle est la vraie cause de la difficulté. Je sais pas non plus s'il y a vraiment une difficulté dans le fait de trouver du boulot. Donc moi, j'expérimente depuis 2 mois, c'est quand même pas forcément convaincant. Et d'après les chiffres de France Travail, ça reste quand même un métier en grande tension. Donc, sachant qu'il y a, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une difficulté, comment moi j'y réponds? J'essaye de bosser intelligemment, donc d'avoir un plan, d'avoir des actions prioritaires à mener, de soigner les textes dans la prospection, de essayer d'augmenter ma visibilité, et je continue à me former parce que c'est un métier où il y a toujours à découvrir. Et puis l'autre intérêt d'agir constamment, c'est que ça limite le stress, parce que c'est pas une situation qui est très agréable, et puis chercher du taf, c'est pas du tout ce qu'on aime faire. Donc voilà, donc bonne chance à tous ceux qui cherchent du boulot, et puis peut-être à bientôt dans des daily stand-ups.
Allô, allô Mathieu, salut, c'est Arnaud Bécheler. Je suis développeur C++ depuis une dizaine d'années et formateur à Human Coders depuis quelques mois. Tu posais la question de savoir quelles sont les difficultés pour trouver du travail en tant que développeur aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions en 2025 qu'il faut se poser comparé à 2022-2020. Ces questions-là, elles ont commencé à apparaître, pour moi en tout cas, en 2022-2023. Donc à l'époque, j'étais à Seattle, dans une start-up de jeux vidéo et à l'époque, la situation économique a commencé à battre de l'aile. Je me souviens que les cryptos se sont effondrés. Il y a Google, Microsoft, toutes les grosses boîtes, ont commencé à licencier. Ma boîte a licencié aussi. Et du coup, je suis venu chercher du travail, en France et effectivement, il y avait quelques challenges. Alors le premier challenge, c'était faire valoir ses compétences, quel que soit son parcours, et moi, mon parcours était un peu particulier, donc pour ceux qui se cherchent du travail, faut se battre et faut pas abandonner. On a tous appris des choses, on a, tous des parcours qui sont différents et qui nous ont enrichis d'une manière, singulière et ça, faut arriver à le présenter aux recruteurs, comme une force et ça, c'est difficile. Notamment quand il y a un petit peu de volatilité dans le marché de l'emploi et que les recruteurs ont tendance à essayer de jouer plutôt sur des profils, comment on dit? Des profils types, parce qu'on prend moins de risques, parce que et cetera. Faut pas se décourager et il faut arriver à communiquer pourquoi par exemple, dans mon cas, pourquoi est-ce que mon doctorat en biologie computationnelle était tout à fait pertinent, pour les emplois auxquels je postulais. Il y a ce challenge-là. Il y a le challenge de l'IA générative. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je pose une question de code à l'IA, elle est capable de générer des codes qui compilent 9 fois sur 10. Donc pour des problèmes simples, ça me fait dire que peut-être qu'on a des soucis à se faire en tant que développeur. Peut-être qu'il va commencer à être de moins en moins vital d'avoir une grosse équipe de développeurs parce que si notre productivité est boostée par l'IA, on a besoin de moins de petites mains. Pour moi, ça veut dire il y a pas le choix, faut de l'excellence, il faut comprendre les outils qu'on utilise, il faut se rendre indispensable avec l'IA, donc il faut s'approprier l'IA, il faut développer ces nouvelles manières de travailler avec ces outils-là, et c'est là qu'on pourra se distinguer. Et le dernier challenge, je pense que c'est l'interdisciplinarité, c'est-à-dire il y a de plus en plus de choses à connaître. La complexité du monde qui nous entoure et des technologies, elle est énorme. Et ça devient évident qu'on ne peut pas tout connaître. Donc notre capacité à être embauché quelque part, ça va être aussi lié à notre capacité à interagir avec les experts dont on a besoin, c'est-à-dire quand on est confronté à une question qui est technique, théorique ou programmatique, il faut admettre que c'est normal de ne pas connaître la réponse. Par contre, il faut accéder à l'information. Et accéder à l'information, ça passe par interagir et s'entourer d'un réseau d'experts. Et ça, c'est vital. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant des années et ça porte ses fruits. Mais il faut absolument faire comprendre aux recruteurs qu'on est des êtres sociaux, qu'on aime poser les questions, qu'on est curieux et qu'on est quelqu'un qui aime travailler dans une communauté. Ça va être ce qui va nous distinguer de l'IA, hein, c'est notre capacité à discuter avec notre voisin, à s'approprier leurs problématiques et à leur présenter peut-être des idées de solutions auxquelles ils n'avaient pas pensé. Donc créativité, résilience, adaptabilité, ça c'est, je pense, les mots les plus importants en 2025 sur le marché du travail en tant que dev. Salut Matt. Moi, c'est Bertin Boulikou, développeur freelance web spécialisé dans Vue, Next et Laravel, avec moins d'1 an d'expérience. Alors, je viens pour répondre à la question, est-il facile aujourd'hui de trouver du travail en tant que dev ?
Je dirais oui, mais je nuancerai un peu plus tard. Tout d'abord, oui. Pourquoi je dirais oui? Parce que je trouve qu'il y a encore une forte demande pour le poste de développeur, en général. Surtout ceux qui maîtrisent des frameworks tels que Angular, React, Laravel, Django, ou si on va côté Java. En fait, il y a beaucoup encore de demandes auprès de ces technos dans des ESN, dans des petites PME, parce qu'ils ont déjà des logiciels existants ou des nouveaux produits qu'ils créeront pour des utilisateurs finaux qui seront basés sûrement sur ces technos. Donc, il y a toujours un besoin constant, en fait. Que ce soit pour des projets courts, pour du freelance, pour des projets long terme, aussi pour du freelance ou aussi pour des CDI, voire aussi pour des alternants qui sont des juniors qui découvrent le monde de l'entreprise, des ESN et des gros projets dev. Donc, de ce côté, on pourrait se dire, en fait, tout va bien, le marché est plutôt sain, il engage toujours beaucoup, et donc c'est bien, mais il y a, je trouve, un envers du décor que moi, je me suis déjà rendu compte à l'époque quand j'ai cherché ma première alternance, mais encore plus maintenant en tant que freelance, et je trouve que c'est encore plus visible maintenant. Mais en fait, j'ai remarqué qu'il y a un léger ralentissement récemment. Les entreprises semblent un peu chercher la bête la licorne, quoi. Le développer un peu spécial. Parce qu'on voit souvent des annonces, souvent vous pouvez aller chercher sur LinkedIn, Indeed ou Hello Work par exemple, des annonces pour des postes qui semblent, on va dire, le niveau d'entrée, quoi, qui seraient normalement attitrés pour des juniors, mais des postes auxquels on demanderait, par exemple, 4 ans plus d'expérience. Toujours sur les technos, par exemple, même sur les technos que j'ai cités précédemment, ou sur certaines technos de niche. Ça peut compliquer donc les choses, parce que, en fait, on va voir ces postes où on demande 4 ans, 5 ans d'expérience, mais avec des salaires qui sont quasi des salaires qu'on proposait à des juniors jeunes diplômés qui sortiraient d'école. En fait, si ces postes étaient dirigés toujours aux juniors, il n'y aurait pas eu de problème. Mais en fait, vu qu'ils visent des 4 ans, ils demandent des 4 ans, 5 ans d'expérience, ça crée un peu de disparité. Parce que le paradoxe, c'est que ces juniors, par exemple, qui sortent d'école, se retrouvent donc à combattre ou à être face à des pères seniors qui ont 4 ans d'expérience, peut-être qu'ils veulent juste changer de boîte, changer d'horizon, mais qui se retrouvent à convoiter les mêmes postes, en fait. Et en fait, c'est un truc que j'ai remarqué très peu avant, mais que maintenant que je suis freelance, je pense que ça arrive plus souvent qu'auparavant, en fait. C'est comme s'ils voulaient avoir l'expérience d'un senior, mais en pouvant le payer comme un junior, en fait, qui est en début de carrière. Et en fait, il y a 2 cas comme ça aussi qu'on voit rarement, mais qui sont aussi plutôt visibles, comme par exemple, si je prends des niches, des technos un peu niches, qui ne sont pas très utilisés en France dans l'écosystème ESN ou PME. C'est par exemple, moi, dans ma niche, dans ma techno où je fais du Vue et du Next, la plupart des développeurs à qui je suis en face sont des développeurs avec 4 ans, 5 ans d'expérience. Donc moi, jeune des freelances avec 1 ou 2 ans d'expérience que j'ai pu acquérir grâce à l'alternance et tout, je suis normalement moins avantagé qu'eux. Après, il y a quand même des moyens pour mettre un peu, on va dire, une lueur d'espoir, il y a quand même des moyens de se différencier sur le marché, même si on est jeune, qui vient d'arriver sur le marché, jeune diplômé. Moi, par exemple, ce que j'ai trouvé, c'est que quand j'ai pris ma technologie Vue Next, je trouvais qu'il y avait du potentiel. Et j'ai vu qu'il y avait une grosse migration entre Vue 2, Vue 3 et Next 2, Next 3. Donc moi, personnellement, je me suis dit, j'ai beaucoup travaillé en fait à essayer de me prendre et créer des projets en Vue 2 que j'ai migré sur Next 3 et aussi à créer aussi des nouveaux projets en Next 3, en fait. Et moi, en fait, ça m'a permis, au fur et à mesure du temps, acquérir de l'expertise et à aller à des conférences sur Vue Next pour discuter un peu, aller par exemple sur le Discord de l'équipe de Next pour un peu échanger sur des trucs. Et moi, grâce à ça, je trouve que j'ai pu acquérir de l'expérience et de l'expertise sur la techno Next 3 qui maintenant me permet de, par exemple, postuler sur des annonces où je suis en face, par exemple, de développeurs Vue et Next qui ont plus d'années d'expérience que moi dans la techno, mais par exemple, qui n'ont pas tant d'expertise sur Next 3. Parce qu'ils ont peut-être fait du Next pendant 4 ans, alors que moi, j'ai fait quasi 1 an, 2 ans sur du Next 3 ou sur la migration de projet de Next 2 à Next 3. Donc, sur ces côtés-là, en fait, même en tant que jeune diplômé, on peut quand même jouer dessus pour pouvoir se rajouter des différences. Donc, si je voulais résumer un peu ce que j'ai dit un peu, on peut dire qu'il y a des opportunités aujourd'hui, mais qu'il faut quand même plus redoubler d'efforts qu'auparavant, je dirais, pour sortir du lot. Soit, par exemple, comme moi j'ai fait en prenant une techno qui a eu un gros gap grâce au changement de version, a beaucoup misé soit sur une des versions pour pouvoir en fait capitaliser dessus, parce que souvent des boîtes qui avaient des vieux projets, on voulait migrer vers la nouvelle pour profiter des améliorations de performance. Et grâce à ça, vous pourrez maintenant vous être recruté plus facilement parce que vous avez déjà l'expertise et des projets qui prouvent votre expertise dessus.
En tout cas, perso, moi je trouve que c'est bien en même temps. Même si le marché est un peu moyen en ce moment, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça pousse au challenge, à se pousser, à se motiver et à prouver on a beaucoup plus à apporter que que ce que les gens pensent, malgré qu'on n'a pas 10 ans d'expérience sur le marché. En tout cas, merci, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour l'invitation, Matt, et à bientôt. Bonjour tout le monde, je suis Stéphane Trevel et c'est la deuxième fois que je participe à ce podcast, donc merci beaucoup à vous. J'ai un peu plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans l'IT en général, donc ça me fait très plaisir de pouvoir répondre à la question d'aujourd'hui qui est: est-ce que vous pensez que c'est toujours facile de trouver du taf en tant que dev? Eh ben, moi qui me caractérise d'ailleurs comme dev depuis toutes ces années, même si je fais des incartades dans l'archi, dans l'infra, etc., je pense pouvoir dire que, alors facile, je sais pas, mais je me demande si ça l'a déjà été. En fait, il faut se mettre en rapport de qu'est-ce que ça veut dire facile ou compliqué. Si vous voulez absolument un poste en particulier, une techno en particulier, je pense que ça a toujours été difficile, en fait, sauf si vous aimez faire les trucs totalement mainstream, ce qui est tout à fait respectable. Par contre, si vous cherchez quelque chose à faire en particulier dans un domaine en particulier, forcément, offre et demande fait que c'est plus compliqué. Moi, je pense, avec un petit peu de recul maintenant, que c'est en totale transformation, et ce, depuis tout le temps, hein, où j'ai commencé à chercher moi, et c'était au début de l'éclatement de la bulle Internet. Donc, je pense pouvoir dire que tous les ans, on m'a dit que c'était la crise. Ça m'a pas empêché de trouver du boîte, d'enchaîner, puis d'en être à peu près quasiment à ma 10e boîte maintenant. Donc, c'est toujours facile, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est toujours un sujet. Et dans des technos, des frameworks, des langages, des méthodes, etc., qui sont en constante évolution, je pense pouvoir dire que l'aspect le plus important, c'est de prendre du recul par rapport à son profil. C'est clair qu'on ne va pas venir vous appeler du jour au lendemain pour vous donner un salaire voilà, qui serait dans le top 1%, etc. Bien évidemment, ça a peut-être été valable pour quelques-uns qui ont eu de la chance, mais c'est clairement avec la compétition globale, la mondialisation, etc., la mondialisation des talents, le fait qu'il y a tout un tas d'anciens pays qui maintenant sont des leaders à la pointe. Oui, bien évidemment, il faut qu'on se remette en question, il faut qu'on regarde un petit peu ce qui se passe et qu'on détermine notre propre valeur ajoutée. Mais cela dit, il y a quand même tout un tas d'entreprises qui sont avec des logiciels qui ont été développés sur les 20 dernières années, donc ils n'ont pas changé de stack tous les 4 matins, avec des méthodes qui ont été les leurs. Et tout ça, ça nécessite d'être maintenu, ça nécessite d'être entretenu. Donc, et tout ça, il y a des besoins. Donc, bien évidemment, entre les années 2024 et 2025, là, on commence à mettre le pied dedans. Il y a un sujet qui est sur toutes les lèvres, qui est l'IA. Mais ce sujet-là, en fait, on en a vu d'autres. Je veux dire, que ce soit l'IA, que ce soit Docker, Kubernetes, que ce soit l'agilité, que ce soit Java, quand Java a commencé avec J2E à se répandre un peu partout. Enfin, je veux dire, ce sont des nouvelles technos, ce sont des choses qui ont débarqué, qui ont bousculé, sur lesquelles ceux qui savent le plus s'adapter ont su justement tirer leur épingle du jeu et toujours trouver du boulot. Moi, je sais que j'avais circonstanciellement, à un moment donné, énormément de demandes sur de l'AngularJS quand c'était la période de 2015, et on est passé rapidement à énormément de demandes sur du React. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est possible de trouver du taf sur du Vue.js? Oui, bien sûr. Mais il reste que le leader à la market, c'est React, pour prendre cet exemple-là. Et ça, c'est un aspect en particulier, d'un des domaines en particulier de l'informatique. Donc, forcément, on en arrive au sujet, comme aujourd'hui, on parle d'IA, est-ce qu'il faut totalement se soumettre à l'IA? Est-ce qu'il faut totalement s'inféoder aux différents outils qui sont vendus par ceux que j'appelle couramment les vendeurs de pelles, comme à l'époque de la rue et vers l'or du Far West? Là aussi, avec une vingtaine d'années là dans le cornet, prenons un peu de recul, regardons un petit peu qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça nous permet de développer comme skills, qu'est-ce que ça nous permet d'accélérer, etc. Et puis, comme tout outil, il faut savoir s'en servir, mais il faut avoir aussi un regard critique, hein, bien évidemment. Si vous ne savez plus faire que vous pluguer sur un ChatGPT ou un Claude Sonnet, les entreprises vont se poser la question de votre valeur ajoutée à vous dans le process. Donc voilà, est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est plus difficile? Je ne saurais dire. Je pense que ça a toujours été un défi, ça c'est clair, parce que on est une profession qui est
très très diverses, avec en face de nous des clients qui sont eux-mêmes très très divers, avec des situations et des disparités qui sont énormes, que ce soit en termes de taille, de qualité, etc. Donc je pense que c'est à chacun et à chacune de continuellement se poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux faire? Vers où je veux aller? Et en quoi ça peut aider mes potentiels clients? Et donc, d'écouter le marché. Qu'est-ce qu'il y a actuellement? Quelles sont les demandes? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça m'intéresse pas? Voilà. Il y a plein d'autres questions derrière en termes de le choix, de qualité de vie, des exigences qu'on peut avoir. Mais c'est ça qui rend, je trouve, l'opération intéressante. Merci beaucoup à vous pour cette opportunité. Et puis, à la prochaine. Ciao. Hello, c'est de nouveau Mathieu. Merci encore pour vos messages. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à les écouter. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker ou à nous suivre sur Spotify ou Apple Podcast. Nous construisons ce podcast avec vous, donc n'hésitez pas à nous proposer des idées pour les prochains sujets ou encore à participer aux prochains épisodes sur humancoders.com/podcast. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.